Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition du 6 avril 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. Une fois de plus, l'émission va avoir un format un petit peu différent là où ce ne sera pas des invités, mais une fois de plus, on va avoir quelqu'un qui pour l'instant ne peut pas être avec nous, qui est Pierre-Olivier Poulain, qui devrait nous rejoindre plus tard dans l'émission. D'ici là, ce sera Félix Forget et moi-même pour vous tenir compagnie. Vous êtes en fait le troisième membre de la triple menace ce soir, car on va partager des bonnes histoires, des bonnes affaires cette semaine niveau hockey. Félix, que de bon à dire. D'ici là, écoute, on entame ce qui est le dernier mois, les dernières semaines, les derniers jours de saison régulière pour ce qui est du basketball et ce qui est de la LNH. Mais c'est aussi, Félix, la fin de session. Comment est-ce que tu survis? Ah, c'est une grosse fin de session, chargée et tout, mais tu sais quoi, dans quelques semaines, on tombe en vacances. En fait, je tombe en vacances le jour de ma fête, je finis mon bac le jour de ma fête. Ça va quand même être le fun. Ça, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, mais on lâche pas un dernier coup à donner. Puis pour la première fois de ma vie, je vais tomber en vacances en avril. Ça va être le fun. Mais après 2 sessions d'été que cette année, c'est fini. Ça va être le fun. Et au moins, comme distraction pendant ce temps-là, en 2 petites sessions d'études, on peut regarder des matchs de hockey vraiment le fun. On peut regarder le Canadien jouer des matchs importants au mois d'avril. Ça fait longtemps qu'on a vu ça. Et puis, de temps en temps, on peut voir un petit moment historique, un petit dimanche après-midi, comme on a vu aujourd'hui à Mio. Et que dire, parce que même, tu sais, j'étais même pas chez moi lorsque ça s'est donné. Puis, bon, les gens qui vont, vous allez écouter cette émission-là, vous vous doutez très bien qu'il y a eu quelque chose d'historique en ce dimanche. Et non, ce n'est pas juste Lane Hudson qui égalise la marque de Chris Chelios pour un défenseur recru. On va y revenir un petit peu plus tard, mais d'ici là, on peut célébrer le nouveau détenteur du record pour le plus grand nombre de buts dans une carrière, dans saison régulière. Et on parle bien sûr d'Alex Ovechkin qui, contre les Islanders de New York, il y en a un présentement, soit dit en passant, qui n'est pas avec nous, qui a douté un petit peu de nos capacités à prédire que Alex Ovechkin ne serait pas capable de marquer, du moins que ça se rende juste contre les Islanders de New York. Te rappelles-tu, Félix, qu'on a dû parler contre Pop? Non, scénario hypothétique, ça se passe quand cette saison? Puis tu sais quoi? Ça s'est donné effectivement contre les Islanders comme on l'avait prédit. Ouais, on l'avait prédit un petit peu plus tard. On l'avait prédit avant le dernier match de saison. Finalement, il y a encore une bonne dizaine de jours avant la fin de la saison. Puis c'est déjà réglé, c'est déjà canné. Mais là tu parles du nouveau détenteur du record de plus de buts dans la carrière dans la LNH. Ovechkin est mieux de profiter de son regard parce que Christian Dvorak s'en vient pour aller le chercher. Il est en feu, puis ça s'en vient tranquillement pas vite. Le train de Dvorak est en marche. Ovechkin est mieux de checker ses angles morts parce que Dvorak s'en vient. Mais écoute, un peu plus sérieusement, Ovechkin, on pensait ce record-là imbattable. C'est 894 buts, maintenant 895 avec Ovechkin. Si on fait un calcul rapide, là, c'est sensiblement 18 saisons de 50 buts en moyenne. Qui fait ça? Qui est capable de maintenir un tel rythme tout au long d'une carrière? Puis si on regarde Ovechkin, on parle d'un gars qui a eu 2 lockouts dans sa carrière, a eu une année COVID qui a été écourtée, puis en fait, une année qui a été écourtée, plus une autre qui a été écourtée aussi. C'est miraculeux quasiment qu'Ovechkin ait réussi ça. Puis cette année, il faut qu'on parle de cette année pour Ovechkin, parce qu'on parle beaucoup de sa carrière. Alex Ovechkin, cette année, c'est 42 buts en 61 matchs, parce que ce gars-là, à 39 ans, s'est brisé la jambe en plein milieu de la saison et est encore en moyenne de buts par match, le 2e meilleur buteur de la LNH cette année derrière Leon Draisaitl. Ça n'a aucun sens ce qu'Ovechkin fait en ce moment. Puis il faut qu'on apprécie ça aussi. Évidemment, sa carrière, il faut l'apprécier, mais honnêtement, cette saison-ci d'Ovechkin, c'est peut-être le truc le plus impressionnant qu'il a fait de toute sa carrière. De se casser la jambe, de revenir, puis de mener les Capitals, qui sur papier est une équipe, j'ai pas envie de dire ordinaire, mais qui ne vend pas nécessairement du rêve sur papier quand tu regardes ça. Au premier rang dans l'Est, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important.
Je m'en rappelle déjà, de un, en fait, s'il y a des substances qui ont été prises, honnêtement, j'ai même pas envie de savoir. J'ai même pas envie que la LNH lance une enquête là-dessus. Non, je vais pas aller jusqu'à assumer ça, mais juste pour dire à quel point c'est surhumain qu'à 39 ans, effectivement, il peut se casser la jambe puis rater à peu près une quinzaine de matchs. Puis même, encore une fois, quand la blessure est survenue, on s'est dit, bah, câlisse. Ça va aller à l'année prochaine. Ouais. On était convaincus que c'était fini. On oublie ça pour cette saison. Puis, tu l'as dit toi-même, les Capitals fonctionnent extrêmement bien cette saison. Puis même sans Ovechkin, ça fonctionnait relativement bien. Et qui aurait pu deviner quand même qu'à 39 ans, il peut quand même avoir une saison de 42 buts et plus. Je veux dire, on commence peut-être à penser aux 50 buts, malgré qu'il faudrait quelques grands matchs. Là, maintenant que je réalise que déjà 6 matchs, c'est fou comment une saison, ça passe vite. Là. Mais bref, Ovechkin, qui en septembre va avoir 40 ans, réussit à avoir une autre saison de 40 buts. Puis tu te dis, c'est incroyable considérant tous les bâtons qui ont été mis dans ses roues pour le ralentir essentiellement, d'avoir ce record-là. On peut dire déjà qu'il y aurait 896 buts si ce n'était de Carey Price. Un fameux match genre en 2017 que Carey Price a arrêté Ovechkin. Puis c'est sûr que les gens à la maison, vous avez vu ce moment où Ovechkin est dans son bureau, le cercle gauche, tente un tir rapproché vers le filet. Carey Price l'arrête et fait juste regarder le plafond du Centre Bell, se met à applaudir, va taper les jambières à Carey Price. Bref, c'est fou quand même, Félix, de pouvoir dire que toute notre vie, puis presque littéralement toute notre vie, ou du moins du moment qu'on est conscient, Alex Ovechkin était dans la Ligue nationale de hockey, mais a été dominant, a toujours été parmi les meilleurs joueurs de la Ligue. Man, ça a pris aussi jusqu'à ce qu'il ait 33 ans pour gagner une Coupe Stanley aussi. Comme quoi, l'âge n'est qu'un simple chiffre. Man, Ovechkin, c'est quasiment depuis que je suis né. Je veux dire, 2003, il a commencé en 2005. Je veux dire, c'est quasiment depuis ma naissance. C'est année après année. Puis battre ce record-là, c'est vraiment surréel parce qu'on l'a dit, c'est une moyenne de 50 buts par année. Mais ce qui est vraiment impressionnant quand tu regardes ça d'Ovechkin, c'est non seulement qu'il s'est comme jamais blessé. Ce gars-là a eu presque aucune blessure dans toute sa carrière. Ça l'a peut-être un peu sauvé considérant toutes les embûches, les deux lockouts, les deux saisons écourtées comme on parlait, mais ce qui est fascinant aussi, là, c'est que tu dis, si, mettons, il n'y avait pas eu cette année de lockout-là, s'il n'y avait pas eu les 2 années de lockout, s'il n'y avait pas eu les 2 saisons écourtées, il serait-tu déjà à 1000? Il serait rendu à combien en ce moment? Est-ce que, 1000, ça va être vraiment difficile pour lui de se rendre là. Ça prendrait 2 autres saisons de 50 buts. Ce qui, écoute, moi, j'ai appris de ne plus douter d'Ovechkin. Je veux dire, il pourrait en scorer 60 à 41 ans, je serais même plus surpris. Mais tu regardes ça, puis tu te dis, ça aurait été quoi, man, s'il y avait eu toute sa carrière, s'il n'y avait pas eu ses lock-up-là et tout? On aurait parlé du 1000, on aurait célébré son 1000e peut-être aujourd'hui. Je veux dire, c'est quasiment l'équivalent de 2, peut-être 3 saisons complètes qu'il a perdu. 2,5 plus une année complète, puis comme 3 saisons écourtées. Fait que mettons une année et demie, 2. C'est vraiment quelque chose de voir ça. Puis sérieusement, bravo à lui. Je pense que. Puis ce qui est cool aussi, qu'il l'ait battu dans le même nombre de matchs que Gretzky. Là, comme ça, on pourrait pas dire ouais, mais Gretzky l'a fait plus vite que lui. Les deux l'ont fait dans le même nombre de matchs. Ovechkin a un but de plus. Il a joué le même nombre de matchs que Gretzky en carrière. Ça, au moins, c'est réglé. Il n'y aura pas de controverse là-dessus. Puis tant mieux. Puis c'était cool aujourd'hui de la petite cérémonie de voir Gretzky qui était là aussi. Puis qui a honoré d'ailleurs Gordie Howe. J'ai trouvé ça vraiment cool. Belle attention. La petite pin de Gordie Howe aussi, je trouvais que c'était vraiment bien fait, ça. Fait que toujours un petit peu bizarre, je trouve, de voir un match être arrêté pendant 10-15 minutes en plein milieu. Là, mais bon, il y a des circonstances qui le méritent. Steph Curry, ça le méritait. LeBron James, ça le méritait. Puis, ouais, c'est ça que je m'en allais dire. Là. C'est quelque chose qu'on a vu récemment dans la NBA avec des records qui ont été cassés. Ouais. Là, c'est fou que, autant que là, tu sais, il y a ce record qui vient de se passer. 895 buts et plus. On commence déjà à parler d'un scénario hypothétique une fois de plus, d'un 1000 buts. Puis ça, 1000 buts, vous aurez compris que c'est jamais arrivé. Il y a bon nombre de joueurs, déjà une liste d'à peu près une quinzaine de joueurs qui ont 1000 passes en carrière, 1000 assists, sans dire que c'est nécessairement plus facile, mais une assist, 2 joueurs sont impliqués sur le jeu, parfois sans dire que ça se joue d'une lock, mais
c'est une statistique qui, on peut le voir par les chiffres, est un peu plus facile à obtenir. Bon nombre de joueurs qui sont justement dans ces classements de plus grands marqueurs de tous les temps ont incidentellement plus d'assists que de buts. Quand même, par contre, que de faire 1000 points en une carrière est quelque chose que très peu ont réussi à le faire si on regarde combien de joueurs sont passés par cette ligue-là et combien de joueurs continueront à passer par cette ligue-là. Faire 1000 buts, par contre, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Tu sais, à quel point on tient le 1000 points en haute estime, mais 1000 buts. À quel point Gretzky, c'est incroyable qu'il ait presque 2000 assists en carrière. Tu sais, je pense que ça pourrait compenser. Tu sais. Je pense qu'au niveau de similarité, ça rapprocherait de la même valeur dans un débat qu'un 1963 assists en une carrière. C'est fou. Fait que la question du jour à la triple menace, Félix Forget, est-ce que le 1000 buts à la lumière des performances de Ovechkin à 39 ans, c'est quelque chose de possible? Alors moi, comme je t'ai dit, tu me demandes de façon objective, est-ce que c'est réaliste? Non. Je peux pas croire que ce gars-là a encore 2 saisons de 50 buts dans le corps. Mais s'il y a une affaire que j'ai appris d'Alex Ovechkin récemment, c'est de pas douter de ce gars-là. Je veux dire, doute pas d'Ovechkin. Puis je pense que dans l'histoire, on va se souvenir d'un gars qui aurait probablement eu l'opportunité de le faire sans les lockouts, sans les saisons écourtées et tout. Probablement qu'il aurait eu la chance d'y arriver, mais veut pas, c'est quelque chose qui a fait de mal, qui a enlevé des matchs. Je veux dire, c'est plate, mais on n'a pas pu voir ça. Puis, c'est des années dans son prime aussi. Puis, il y a une partie de la carrière d'Ovechkin qui a été jouée dans une époque où Jamie Benn a gagné un Hart Trust avec 84 points. Là. Il y a eu ces années-là aussi où tout était fait. C'était des époques où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de buts, contrairement à Gretzky, où est-ce qu'il y a des saisons de 200 points, il y en avait à tour de bras. Effectivement, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Puis, je comprends que oui, Ovechkin a un but de plus dans le même nombre de matchs, mais je trouve que le 895 d'Ovechkin comparé au 894 de Gretzky est beaucoup plus impressionnant pour ces raisons-là, entre autres, dans le sens où il y a tellement une évolution et tout, puis on pensait que ce record-là était imbattable. C'est pas pour rien qu'on pensait que ce record-là était imbattable, là, c'est parce que c'est extrêmement difficile, puis tu regardes ça, puis qui va être le prochain à faire ça? Tu parlais de 1000 buts. C'est 20 saisons de 50 buts. Qui a 20 saisons de 50 buts? Tu sais, même Austin Matthews qui a une saison de 70, sérieusement, je vois pas un monde dans lequel Austin Matthews s'approche de ça. Puis McDavid ne sera jamais là, McKinnon ne sera jamais là. Draisaitl, ça a commencé un peu trop tard. Ça prend tellement... Déjà, il faut que ta première année, tu fonctionnes à plein régime, puis il faut que tu gardes ce rythme-là toute ta carrière, il faut que tu sois jamais blessé, puis il faut que tu sois chanceux au niveau des conditions de travail. Sérieux, ça commence à faire beaucoup. C'est vraiment un cocktail parfait pour Ovechkin qui a réussi à faire ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va réussir un jour, mais c'est bonne chance. Bonne chance. Si ça arrive, bonne chance. La saison recrue d'Alexander Ovechkin, c'était 52 buts marqués. Pour ensuite, la saison suivante, avoir une légère baisse de régime à 46 buts et pour ensuite la suivante faire 65 à sa troisième saison. Puis, j'aimerais ça avoir des baisses de régime de 46 buts quand même. Ben, écoute, baisse de régime, là, au début des années 2010, Pop qui avait souligné ça sur Twitter quand le record avait été brisé. Comme quoi, il y avait la conversation en 2010-2011. On se demandait si Ovechkin était fini parce qu'il y avait eu des saisons de seulement 30 buts. Tu sais, selon ce qui nous a habitués dans les dernières années, c'est certainement une baisse de régime. Puis on se dit, est-ce qu'on a vu déjà le summum de ce qu'il est capable de faire? Ben non. Effectivement, il n'a pas été capable de faire mieux. Mais il faut croire que 20 saisons de 50 buts, c'est quelque chose qui va être difficilement faisable, mais là, pour clore sur le sujet du 1000 buts, peut-être que 5 fois 20, ce serait pas possible. 4,25. Mettons 4,25 si on va être généreux. Ça serait faisable selon ça. Je me rappelle d'ailleurs, début de saison, ou du moins qu'en entraînement, je ne sais pas si tu te rappelles, on a fait un segment de hockey comme quoi on parlait d'Ovechkin qui était pogné avec le plus gros dad bod ever, puis on s'est dit, man, comment ce gars-là, il va battre le record de Gretzky considérant son mode de vie, tu sais. Comme là, c'est plus les époques de Guy Lafleur où tu vas manger un hot dog entre les périodes ou une petite cigarette ou tu sais, je me suis pas entraîné de l'été. Non. Ovechkin, peut-être qu'il s'est pas entraîné de l'été, mais peut-être qu'il est arrivé avec un dad bod, mais tu sais quoi? Considérant l'âge, considérant les performances qu'il a, c'est probablement une des grandes saisons que tu peux avoir pour un joueur de 49 ans, mais Félix... 49? 39.
39. C'est vieilli, puis on me l'a pas dit, Ovechkin. Ouais, t'allais à l'école, Chris Chelios et Gordie Howe de jouer presque jusqu'en cinquantaine, ou dans certains cas jusqu'en cinquantaine. Mais Félix, où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? C'est que Alex Ovechkin n'est pas la seule bonne nouvelle qui se donne présentement dans le monde du hockey, ou du moins dans le monde montréalais du hockey. J'ai mentionné Chris Chelios, j'ai mentionné Lane Hutson. Le Canadien traverse une bonne séquence. Puis Lane Hutson, je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là, défenseur de petit format qui est le carrière numéro 1 de cet avantage numérique des Canadiens de Montréal depuis le mois de décembre. Il sera trop petit, il sera jamais bon dans l'NH, il va se faire ramasser dans l'NH, il n'est pas assez physique. Exactement. Puis qui, cette semaine, est en train là, de gagner du momentum, mettons, comme grand nom dans la Ligue nationale. Et puis là, on enregistre ça, ces matchs canadiens prédateurs. Et Lane Hutson qui a obtenu une passe qui est son 64e point de la saison, ce qui lui permet de rejoindre, lui qu'on a mentionné à 2 reprises, Chris Chelios au 6e rang pour les défenseurs recrues avec le plus grand nombre de points. C'est à se demander si le 70 est faisable, ce qui le mettrait au 3e rang juste derrière Brian Leetch et Larry Murphy. Je pense qu'on peut mettre peut-être une croix sur le cas Larry Murphy, mais au-delà de ça, quelle saison pour le défenseur petit format et recrue, surtout du Canadien de Montréal. Félix, j'ai presque envie de te dire aussi le match contre les Panthers. Ça a été un gros match pour Lane Hutson. J'ai presque envie de lancer la question dans l'univers si il a remporté le Calder à ce moment-là. Je pense qu'il y avait une bonne option à ce moment-là, mais le moment où il a vraiment gagné cané pour de bon, là, c'est hier contre les Flyers, quand il a fait d'un bout à l'autre de la glace, contre Matvei Michkov, qui est inarrêtable depuis un bout. Il y avait le stage un samedi soir au Centre Bell contre Matvei Michkov. Puis il a fait, tu sais, au football collégial, on parle de son Heisman moment, là, son moment Heisman, le moment où est-ce qu'un gars ramasse le Heisman, là, tu vois ça, tu fais, OK, ça y est, la course est finie. Lane Hutson a eu son moment Calder hier sur ce but-là exactement. Puis je pense que j'y aurais donné, tu sais, il a fait 6 points en 2 matchs contre les Panthers en début de semaine. Juste contre les champions en titre, 6 points en 2 matchs, les Panthers reconnus pour être hyper physiques. Il n'y en a pas de problème, il va te faire 6 points en 2 matchs. Un match super tranquille, fait aucun point jeudi. Il est fini, ce gars-là, mais tu vois, hier, pas de problème, marque un but spectaculaire. Sérieusement, je pense que cette course-là est terminée. Je pense qu'on a une super bonne cuvée de recrues. Puis je pense que si Dustin Wolf avait amené les Flames en série, si Matvei Michkov avait été bon toute la saison, si Macklin Celebrini n'avait pas été blessé et avait gardé le rythme parce que commence à ralentir un petit peu, on n'aurait pas à avoir une course vraiment super serrée jusqu'à la toute fin. Mais là, sérieusement, en ce moment, si quelqu'un a un argument contre Lane Hutson pour gagner le Calder, je vous en supplie, je veux l'entendre parce qu'en ce moment, j'en ai aucun. Ce gars-là, tu l'as dit, Mio va peut-être faire 70 points en une saison en tant que défenseur recru. Ça n'a aucun sens. Puis à Montréal... The Big 2025, ouais, c'est ça. Puis à Montréal, tu regardes ça, puis ça marque l'imaginaire, surtout parce que là, Nick Suzuki est devenu cette semaine le premier à faire une saison de 82 points, donc points par match, depuis Alex Kovalev en 2007-2008, qui est devenu le tout premier à faire ça. Et là, tu as Lane Hutson, défenseur recru, qui approche du 70. Sérieusement, considérant qu'il a manqué, il n'a pas manqué, mais au début de la saison, on a passé une bonne partie de l'année, un mois sur le deuxième unité de powerplay. S'il y a une année complète sur le premier avantage numérique, que tu ajoutes Ivan Demidov, puis que tu ajoutes un partenaire, tu sais, il a joué à la chaise musicale du partenaire défensif. Là. Si tu lui donnes une année, mettons, avec Kaden Goulet, ça va bien en ce moment, peut-être David Reinbacher éventuellement. Si tu lui donnes cette stabilité-là, que tu lui donnes le premier avantage numérique, puis que tu ajoutes Ivan Demidov, sérieusement, c'est le genre de gars que tu dis il va faire du 80 points par année. Il va faire du 80-90 points. Il va se ramasser dans. Puis, tu sais, on voit ça, on se dit peut-être qu'un jour, il va être comme dans cette catégorie-là des Kyle McCarr, des Quinn Hughes. Il est déjà un peu là. Je veux dire, c'est le 4e meilleur pointeur chez tous les défenseurs cette année dans la LNH. Derrière McCarr, Hughes et Zach Werenski, qui d'ailleurs, quels sont Zach Werenski, là? Il est là. C'est déjà un défenseur offensif élite dans la LNH. Saison recrue. C'est une saison exceptionnelle pour Lane Hutson. Je pense que j'avais des grosses attentes pour Lane Hutson, mais pour moi, des grosses attentes, c'était une saison de peut-être 50 points. Peut-être s'il ramassait en première vague d'avantage numérique assez vite, peut-être 50 points. Ils vont peut-être claquer le 70. C'est incroyable. C'est fou, par contre, comment on n'était tellement pas sûr comment évaluer la saison recrue de Lane Hutson, à quel point que des gens qui disaient 40 points,
on disait, tu sais quoi, c'est raisonnable, mais je pense que c'est un peu poussé de dire 40 points parce que une saison de LNH, c'est plus de matchs qu'il a fait dans sa carrière universitaire. Fait que, oublie ça. Je pense que. Puis on avait dit ça, je pense, avec l'épisode l'épisode avec Guillaume Lefrançois, comment on était comme. Tu sais, pas sans dire nécessairement que les partisans des Canadiens vont rester humbles par rapport à ce qui se passe, mais tu l'as mentionné que, ben, entre autres, oui, pour les Notudes, mais tu sais, Nick Suzuki, premier joueur d'un point par match, premier joueur à 80 points en une saison depuis Alex Kovalev, il y a 16 ans de ça. Ouais, 7. Fait que 17 ans de ça. Fait que combien de joueurs d'un point par match sont passés par cette ligue-là depuis, et il n'y en a pas un seul qui est allé à Montréal. C'est la première fois depuis un bout où on peut se dire que le Canadien a un bon centre numéro 1 établi. On a un défenseur élite qui va s'établir, j'ai l'impression, un peu plus à partir de la saison prochaine. Puis, man, ça fait du bien de dire que finalement, on a ça à Montréal. Encore une fois, tu parles de la fameuse saison 2014-2015 où, effectivement, les points étaient à la baisse. Mais, tu sais, Piquet Subban, c'en est un qu'on tenait en grande estime. Piquet Subban, son summum de points avec les Canadiens, c'est 60 points en 2014-2015, l'année MVP de Carey Price. Peut-être qu'il aurait fait plus la saison du lockout de 2013, celle où il a d'ailleurs remporté le Norris. Puis je veux dire, au-delà de ça, par contre, d'avoir un défenseur nouvel âge, tu as mentionné les Zach Werenski, tu as mentionné Kel McCart, tu as mentionné Quinn Hughes. Et Lane Hudson qui fait partie maintenant de ce défenseur au gabarit moyen. Et je sais que Kel McCart est quand même un grand bonhomme, mais de ce défenseur petit format à caractère offensif qui est capable, il voit la glace s'ouvrir devant lui. Il est capable de gérer le jeu à lui-même. Il est capable de tout faire à partir de pas grand-chose. Puis je pense que finalement, on a quelque chose à être fier pour le Canadien qui passe une bonne séquence. On avait cette fameuse, Félix, cette belle séquence après la confrontation des 4 nations qui finalement s'est gâtée après la victoire contre les Sénateurs d'Ottawa. Et puis là, on a repris un peu du poil de la bête. C'est une 4e victoire consécutive où les affaires vont bien. Dans cette course aux séries éliminatoires, Félix qui commence à creuser un peu à l'avantage du Canadien. Sérieusement, cette fin de semaine-là aurait difficilement pu mieux aller pour le Canadien. Puis là, on n'a pas le résultat encore de Montréal-Nashville. Le Canadien mène après 2 périodes. En fait, le deuxième entraque vient juste de commencer. C'est drôle que tu me dis ça à ce moment-là. Le Canadien qui mène 2-1 au deuxième entraque. Donc, on ne sait pas encore les résultats de ce match-là, mais en assumant que le Canadien gagne ce match-là, sérieusement, ça va être extrêmement difficile pour les autres équipes de revenir. Dans le sens où, si le Canadien gagne ce match-là, on a besoin de 7 points en 5 matchs pour être assuré, peu importe ce qui se passe. Si le Canadien remporte le match contre Nashville et fait 7 points en 5 matchs, c'est terminé. Il n'y a aucune équipe qui a une chance de les ramasser. Et ça implique que les Rangers gagnent leurs 6 derniers matchs. Sans en échapper un, qui a une séquence de 6 victoires de suite. C'est pas confirmé parce qu'il y a encore une chance que peut-être que Columbus fasse une course, mais en ce moment, la seule réelle menace du Canadien, à part eux-mêmes, c'est les Rangers parce qu'ils ont le bris d'égalité sur le Canadien. C'est vraiment quelque chose qu'on oublie un petit peu, mais les Blue Jackets ne l'ont pas nécessairement, les Red Wings ne l'ont pas. Ça peut changer ça un petit peu, mais le Canadien ne pourra pas rattraper les Rangers au niveau du bris d'égalité. Les Rangers ont plus de victoires en temps réglementaire, mais hier, la défaite des Rangers contre les Devils, d'ailleurs, merci à Jacob Markstrom, Canadien qui bat les Flyers dans un match où est-ce qu'on avait vraiment l'air de... On avait l'air destiné à perdre ce match-là. Puis les Blue Jackets qui perdent 2 matchs en 24 heures. Si le Canadien gagne contre les Predators, commencez à préparer votre fin avril parce qu'il va y avoir des matchs de série à Montréal. Ça va ressembler à ça. Puis c'est drôle parce qu'on parlait des Capitals tantôt. C'est quasiment à se demander si le Canadien, qui on le voit, est une équipe de séquence. Là. Ça a toujours été ça. Un début de saison horrible, une grosse run en décembre-janvier. Ça s'écroule complètement fin janvier, début février. Retour de la pause, on est dominant. Après ça, ça s'écroule complètement. Puis là, ils gagnent. C'est une équipe de séquence. Puis souvent, ce qu'on le sait, c'est un peu la réalité d'une jeune équipe. Mais tu arrives contre des Capitals qui, toute l'année, ça a été la course Ovechkin. La course Ovechkin, ça a été la grosse motivation de l'équipe. Peut-être que tu les prends sur une petite baisse de momentum. Peut-être que tu les prends à un moment où est-ce qu'on s'était un peu essoufflé dans cette course-là. On était distrait complètement.
Puis honnêtement, tu n'as rien à perdre. Cette saison-là, même si le Canadien ne fait pas les séries en ce moment, cette saison-là est un succès sur toute la ligne. Tu n'as rien à perdre, tu es dans le rôle du négligé. Puis la dernière fois que le Canadien a affronté Washington, qui venait de gagner le trophée des présidents, c'était en 2010. Puis Mio, peux-tu me rappeler ce qui s'est passé en 2010? Parce que je pense que ça a été le printemps quelque chose. Là. Il y avait comme il me semble qu'il y a un petit upset dans cette première ronde-là. C'est fou dans ma tête, là, mais je sais pas, ça me dit quoi? Le printemps, le fameux printemps à Lac où les Canadiens, comme dernière équipe qui est entrée par la porte dans les séries éliminatoires, qui avait première ronde contre les Capitals. Laisse-moi juste te sortir pour le bien de la cause les Capitals de Washington lors de la saison 2010, mis à part Ovechkin, de quoi ça avait l'air, mais vraiment, tu sais, Canadien qui se défait des Capitals, qui après ça élimine les champions en titre des Flyers de Philadelphie. Donc, pour vous donner une idée, la saison 2009-2010 des Capitals de Washington, c'était certes Alex Ovechkin, saison de 50 buts, très routinier, 109 points. Niklas Bäckström avec 101 points, 68 passes. Combien Alex Ovechkin? Probablement 50. Puis après ça, fan des Canadiens, peut-être que vous allez vous rappeler de ce nom-là, Alexander Semin avec 84 points et le meilleur défenseur offensif back then, Mike Green. Puis, bien sûr c'était aussi... son année de 30 buts, c'est avant, c'est pas celle-là. Hein. Mais c'était une saison de 76 points. Okay, et d'autres joueurs aussi, là, watch out les gens à la maison, là, peut-être que vous allez faire un saut puis voir que vous avez quelques cheveux gris là, qui commencent à sortir, mais Brooks Lake, Mike Newble, Thomas Fleischmann et Thomas Morrison. Hey, c'est des classiques, ça. C'est tous les joueurs au-delà de 40 points en montant. Là, à quel point c'était une machine offensive. Puis, bref, printemps à Lac, il y a 15 ans, peut-être que nous autres, comme partisans des Canadiens, on est capable de rêver un petit peu à ça. Certainement. Écoute, Félix, je m'amuse justement à regarder tout ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale puis de voir toutes les autres équipes perdre. C'est le fun à voir. C'est le fun à voir. Puis, man, tu dis juste, tu sais, cette petite entre séquence-là où ça avait commencé à se gâter, je pense que c'était à Saint-Louis ou de quoi dans le genre. Là. Oui. S'il y a juste un petit point ou deux de plus qui aurait pu être ramassé durant cette séquence, je pense que c'était 5 défaites consécutives. Déjà, il y avait celle contre le Colorado. C'est presque un miracle qu'il y en a une qui se soit donnée. Là. Puis les autres matchs m'échappent un petit peu, mais je sais qu'il y avait deux défaites en prolongation. Puis contre les Islanders aussi. C'est là contre les Islanders, ça a fait un petit peu mal, considérant que le Canadien tenait l'avance puis aurait facilement pu avoir le point de plus. Mais Félix, on va s'en rejaser la semaine prochaine. Espérons une place garantie en séries éliminatoires. Peut-être que dimanche prochain, ça va être ça, parce que le Canadien aura théoriquement encore un match le lundi, le mercredi après. Mais je veux dire, dans une semaine, c'est vraiment pas impossible. Il suffit que les Rangers en perdent un ou deux, Canadien gagne ce soir, Canadien gagne mardi, puis jeudi. Mardi puis vendredi, il joue pas jeudi. S'il gagne mardi, vendredi, ou un truc qui ramasse un point, ça va rapidement devenir. Ce sera peut-être pas confirmé, mais ça va être officieux plus que sans être officiel. Exact. Genre, faut qu'ils droppent leurs 3 matchs, puis il faut que Rangers gagnent leurs 3 matchs. Puis est-ce que j'ai besoin de te rappeler qu'il y a un petit Ivan Demidov qui arrive l'année prochaine, d'ailleurs, sa saison qui a fini en Russie aujourd'hui. Mais il n'arrivera pas cette année, en fait. Elle ne devrait pas arriver cette année. On risque de l'envoyer comme dans le junior russe. Jacob Fowler qui a signé cette semaine aussi, vendredi. Oui. Michael H qui s'en vient aussi. Je veux dire, en ce moment, c'est super difficile de ne pas être optimiste pour cette équipe-là. Parce que tu vois que le groupe actuel est capable de se qualifier en série. Tu vois qu'il y a plein de renforts qui s'en viennent en plus. C'est pas des valeurs sûres. Peut-être que certains des espoirs-là ne lèveront pas. Puis peut-être qu'un gars comme Michael H va être échangé pour un deuxième centre l'an prochain. C'est pas impossible, ça. Parce qu'il va falloir donner quelque chose pour recevoir. Tu as David Reinbacher qui s'en vient aussi. Tu as 2 choix top 5 qui s'en viennent, plus Jacob Fowler qui est peut-être le meilleur espoir gardien de la NH, puis Michael H qui est un potentiel futur centre top 6. Sérieusement, c'est hyper emballant la situation du Canadien en ce moment. Là. Ça a été quelques années super difficiles. Mais là, dans une année où je ne les attendais même pas encore là, je m'attendais à une dernière année vraiment difficile à Montréal, on va avoir très probablement du hockey de série à Montréal à la fin avril. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Je vais citer une fois de plus notre invité de la mi-saison, Guillaume Lefrançois, qui, lorsqu'on lui a dit que le Canadien était une équipe de séries éliminatoires, il a douté un peu, mais il s'est dit, tu sais quoi? Non. Puis... Mais je le comprends. Honnêtement, à ce moment-là, je ne croyais pas non plus parce que c'était comme un petit hot streak. Il était comme sur une petite séquence de feu, mais il y avait comme un
un bon 8 semaines de caca avant. Ah, C'était comme 3 bonnes semaines contre 8 mauvaises semaines. Là. C'est facile de pondérer ces 8 semaines-là. Le Canadien était 4-9-2 à ses 15 premiers matchs. C'est terrible. Il y a un argument pour dire comme quoi, ben non, ils ne feront pas les séries éliminatoires, puis là, on regarde ça aujourd'hui. Comment? Ben, finalement, c'est fou comme une saison, c'est l'autre, ça. Merci Patrick Laine, merci Alexandre Carrier. Oui, non, définitivement. Bref, avant qu'on passe à autre chose, juste quand même, dans le cadre, j'ai envie de partager ça, là, dans le cadre de mon travail journalistique au journal local à Boisbriand. J'ai couvert ces brèves séries éliminatoires pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. J'ai couvert, en fait, les 3 derniers matchs de la série, étant les 3, 4 et 5. 3 et 4 se sont déroulés à Sherbrooke. Et mesdames et messieurs, j'ai eu le grand plaisir, pour la première fois de ma vie, rencontrer Pop en personne. Parce que oui, comme vous savez très bien, Pop, alors qu'on a commencé l'émission, vivait à Val-d'Or. Et après, a déménagé au Saguenay. Félix et moi, on est en banlieue de Montréal, OK? Il n'y a pas une fois dans notre quotidien où ça a pu adonner qu'on se rencontre. Et puis là, Pop, qui maintenant est au Saguenay, son horaire faisait en sorte qu'il pouvait être chez lui dans son Thetford Mines natal, qui n'est pas si loin de Sherbrooke que ça aussi. Puis moi qui ai passé un petit, on va dire, 48 heures-ish à Sherbrooke, Pop, il en a profité pour passer une petite soirée là, juste après le match numéro 4. Ça a été bien plaisant. L'organisation du Phoenix de Sherbrooke aussi, très classe. A1, l'Armada aussi. Vraiment puis à Sherbrooke pour nous avoir accueillis aussi, les installations, tout ça. C'était bien le fun, peu importe le résultat avec lequel ça finit pour l'Armada, qui était un résultat un petit peu difficile. D'ailleurs, je vous invite à voir ça un peu dans le journal local. Je pense que ça va être mardi que ça devrait paraître, mon texte de fin de saison. Peu importe, mais Félix, ce que je retiens le plus, parce que là, on parle de la relève chez le Canadien de Montréal, au match 5 à Boisbriand, dans la loge à côté de moi, il y avait un certain Martin Lapointe qui était là. Puis on se demande, Félix, qui est-ce qui aurait pu bien venir regarder? Il y a un nom qu'on associe beaucoup aux Canadiens depuis le début de l'année parce que pendant une partie de l'année, on regardait Caleb Desnoyers parce que surtout quand ça allait mal, Caleb Desnoyers risque d'être top 5, peut-être top 7 choix au prochain repêchage qui joue à Moncton dans son cas. Donc, le Canadien avait beaucoup d'intérêt pour lui. Mais là, on regarde, le Canadien va avoir 2 choix de première ronde, celui des Flames et le sien. Les deux devraient être à quelque part entre comme 12 et 18, en assumant que le Canadien ne fait pas une longue course en série. Justin Carbonneau, attaquant de l'Armada, qui devrait sortir à quelque part là-dedans. Fait que soudainement, ça devient un nom qui est super intéressant à surveiller pour cette équipe-là. On sait que le Canadien avait de l'intérêt cette année beaucoup pour les espoirs de la LGMQ. On a passé beaucoup de temps à les regarder de près. Et peut-être qu'en même temps, on a pris le temps de regarder pour l'année prochaine Xavier Villeneuve, un défenseur de l'Armada qui un peu dans le moule à Alain Hudson. J'écoutais Kent Hughes qui parlait à Frank Seravalli il y a quelques semaines, puis il racontait que Cole Hudson, le petit frère de Lane, le Canadien avait songé à le prendre, mais on a déjà Lane, puis c'est pour ça que c'était peut-être pas la priorité. Fait que quand tu regardes Xavier Villeneuve, tu te dis peut-être qu'on n'osera pas le prendre parce qu'on a déjà un peu un gars comme ça en Alain Hudson, puis autant c'est cool d'avoir un Alain Hudson, autant avoir 6 Alain Hudson, c'est peut-être pas idéal non plus. Ça te prend un petit peu de variété, ça te prend c'est le classique, là, mais ça te prend un petit peu de physique, ça te prend un peu ça te prend des Caden Goulet, des David Reinbacher un peu dans tout ça. Mais peut-être qu'on se dit, on va regarder, peut-être que tant qu'à regarder Justin Carbonneau, aussi bien commencer à faire des devoirs pour l'année prochaine un peu aussi. Mais je pense qu'on a regardé Justin Carbonneau de près. Est-ce qu'on va le prendre? Je ne sais pas, mais ce serait un allié super intéressant, un super bon tir, des instincts offensifs vraiment de grande qualité. Tu le regardes, tu te dis, peut-être que c'est le genre de morceau qui pourrait aider dans le top 6 à Montréal éventuellement. On commence à avoir un peu de congestion, surtout à l'aile. Probablement qu'à talent égal, l'équipe préférait peut-être un centre, mais Justin Carbonneau, qui est un talent vraiment, vraiment, vraiment de grande qualité. Puis il est dans la cour du Canadien. Fait que c'est facile d'envoyer un petit épisteur. Fais-donc un petit tour là-bas, voir qu'est-ce qui se passe avec Justin Carbonneau. Mio, je vais te laisser revenir un peu sur la série de Carbonneau. Là, je pense que c'est le nom qu'on va surveiller. Là, qu'est-ce que tu as remarqué un peu de Carbonneau, toi? Au-delà de ça, c'est sûr qu'il n'y a pas eu la plus grande série. OK? On va rester honnête quand même avec nous-mêmes. Là. C'était probablement le pire affrontement que l'Armada pouvait avoir, le Phoenix de Sherbrooke, qui pour pas une, pas deux, pas trois, mais pour une 4e saison consécutive, expédie l'Armada en vacances. Honnêtement, je ne peux pas m'imaginer être... Là, il n'y a personne dans ce cas-là, mais je ne peux même pas m'imaginer être dans les patins de quelqu'un qui aura fait
son stage complet au junior. Disons, on fait 16, 17, 18, 19, 20, là, qui aura fait 4 ans de junior et à toutes les saisons, tu te fais sortir par le Phoenix de Sherbrooke. Puis Phoenix, Sherbrooke, c'est tellement incroyable comment cette équipe-là fonctionnait. Eux autres, ils ont beaucoup de fierté par rapport à gagner à The Phoenix Way, qui est, c'est pas une équipe. Ça ressemble un peu aux premières équipes de l'Armada où tu n'as pas des joueurs de première ronde LNH, mais tellement un bon groupe qui joue super bien ensemble. Ils sont quand même entraînés par Gilles Bouchard qui. Il n'est pas arrivé la veille. C'est quelqu'un qui a une longue carrière comme entraîneur dans la JMQ, a fait un bref passage en Ligue américaine aussi. Ils ont complètement shut down toutes les grosses armes offensives de l'Armada, dont Justin Carbonneau, qui, encore une fois, le talent offensif est là. Et il y a. Je vais te juste donner, par contre, j'aurais peut-être préféré le voir un peu plus être utilisé pour son gabarit. Parce que Justin Carbonneau est un grand bonhomme quand même à 6 pieds 2 et il a juste 18 ans. Il était beaucoup utilisé en situation un peu comme on va voir avec Patrick Lainé, parfois à la pointe, parfois au haut du cercle pour les tirs sur réception. J'aurais préféré le voir un petit peu plus en bas puis utiliser un peu plus son talent créatif, mais quel bonhomme aussi, tellement rapide, où tu te dis, il est capable de faire tout sur un côté offensif. Puis tu as parlé de Xavier Villeneuve aussi en défensive, que lui, c'est pas encore son année de repêchage, mais lui, ça va être l'année prochaine. Un autre talent excellent aussi. Puis, tu sais, sur l'Armada vont être comme, tu sais, le fameux cycle dans la JMQ, où l'année prochaine, ça devrait être comme la grosse année où tout le monde va bien. Ils ont réussi à faire, ils ont produit 2 du top 10 des marqueurs de la JMQ, Justin Carbonneau, 2e de la Ligue. Techniquement 3, si on veut compter Jonathan Fauchon, l'ancien capitaine du club qui a été changé à l'Océanique de Rimouski, puis qui a terminé le seul joueur, soit dit en passant, avec 100 points dans la JMQ cette saison. Et plus loin, tu as Vincent Desjardins, tu as Mathéo Nobert. C'est le fun, man. C'est le fun, puis je suis content de voir qu'à Montréal, on a au moins... On fait l'exercice conscient d'aller peut-être piger dans la cour arrière puis d'aller voir ce qui se passe au Québec. Moncton a une certaine limite si tu veux compter ça, vu que c'est la JMQ, mais tu comprends le concept quand même. Ouais. Non, mais tu vois, pour ce qui est de Carbonneau, j'aimerais bien le voir dans ce système du Canadien où il est capable de performer, je vais utiliser une analogie plate de basketball, mais d'être un off-ball, fait qu'un off-puck kind of guy où il peut être, tu sais, Caleb Desnoyers est fabricant de jeu. Je veux dire, les Wildcats sont pas ce qu'ils sont sans Caleb Desnoyers, puis c'est pas pour enlever crédit à ses coéquipiers. Caleb Desnoyers est juste un joueur incroyable. Justin Carbonneau, il peut créer, mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir la rondelle pour se rendre utile sur un schéma offensif. Puis, mais si tu parles de juste en la rondelle, tu vas faire donner des traumatismes à des gens qui ont entendu parler de ça pendant des années avec Michel Terrien et qui sont plus capables d'entendre parler de ça. Fais attention aux mots que tu dis, là, parce que il y a des gens qui n'aiment pas ça entendre du jeu sans la rondelle. Parlant de vieux coach, as-tu vu, je sais plus c'est qui, man, qui a sorti un poisson d'avril qui avait engagé John Tortorella. Je pense que c'est Tic de Victoriaville. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est eux. Tu imagines l'entraîneur actuel qui regarde ça puis comme... Hey man, imagine John Tortorella coaché dans le junior. Oh my God. Oh my God. S'il te plaît, non. Ça serait quelque chose. S'il te plaît, non. Mais bref, fait que non, j'ai bien hâte qu'on s'en rejase d'ici 26 et 27 juin, repêchage 27-28 de la LNH, alors qu'on va avoir peut-être un Québécois ou 2 de plus. Je souhaite fort bien. D'ici là, Félix, on a un petit peu de basketball à jaser parce qu'il y a eu d'autres affaires bien spéciales qui se sont passées. On parle de tournois de fin de saison amateur. Il y a peut-être ça au basketball. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, du March Madness. Non, j'ai jamais entendu parler de ça avant. Non, hein? Non, bref. March Madness, mesdames et messieurs, tournoi universitaire américain. On a eu en ce dimanche une finale, honnêtement, un duel au sommet, OK? Vraiment, là. Tu n'as pas plus au sommet dans le basketball féminin. Puis, tu sais, quand le tournoi a commencé, je disais à quel point c'est le fun, ce tournoi-là, parce que c'est comme au football où c'est pas tant à propos des joueurs qui sont sur le terrain, mais c'est qui sont les entraîneurs, c'est la longévité de ces programmes-là. Puis, pour ce qui est du basketball féminin, ben dans le fond, c'était Don Staley pour South Carolina, puis Gino Auriemma pour UConn. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce club-là en basket universitaire féminin, mais Félix,
c'est 12 victoires avec aujourd'hui, parce qu'ils l'ont remporté. 12 victoires du championnat national depuis 1995. Félix, c'est 40% des titres remportés en 30 ans. Ça n'a aucun sens, cette stat-là, man. Ça n'a aucun sens. C'est comme Bill Belichick qui a participé à genre 33% des Super Bowls depuis que ça existe. Ouais. UConn ont 40% des championnats remportés. Pas juste des participations, mais remportés depuis 1995. Puis c'est eux autres, right, qui avaient comme passé 2 années au complet sans perdre un match. Là. Exactement. C'est ça. Fait que c'est incroyable. Puis, je pense que cette année, c'était super intéressant de voir UConn. Je pense qu'on s'attendait peut-être un peu à voir UConn dans le sens où Paige Bueckers, qui va être la première repêchée au prochain repêchage de la WNBA, on s'attendait à les voir faire un bout de chemin dans ce tournoi-là, possiblement le gagner. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas eu le duel avec Juju Watkins de USC qui, malheureusement, s'est déchiré des ligaments au niveau du genou, donc il n'a pas pu finir le tournoi. On n'aurait pas à avoir un sacré duel quand même entre UConn et USC si Juju Watkins avait pu être là. Mais ce que je retiens beaucoup de cette finale-là, c'est pas que UConn a gagné, c'est que UConn a détruit complètement South Carolina dans cette finale-là. Je pense que c'est 30 points d'écart au total. C'est pas rien. Là. C'est 30 points dans une finale. Là. C'est à peu près, mettons, l'équivalent d'un match-up dans la NNH qui finit 8-1. Il n'y a aucun suspense. Il est juste temps que ça finisse. Puis c'est vraiment une démolition totale. Puis honnêtement, bravo à UConn. Je veux dire, la meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Puis il n'y avait pas vraiment de doute. Non seulement la meilleure équipe a gagné, mais on n'a pas laissé l'arbitrage changer la donne du match. On n'a pas laissé Non, pas de niaisage. Les meilleurs ont gagné. Puis bravo à UConn. C'est bizarre. Puis tu sais, on dit ça comme si South Carolina, c'était un mauvais programme. Mais l'affaire, c'est que South Carolina, c'est comme potentiellement le deuxième meilleur programme aux États-Unis aussi. Là, c'est pas une histoire de Cendrillon, cette équipe-là. Cette équipe-là devait se rendre en finale. On terminé première tête de série. Les deux équipes ont respectivement 3 défaites pendant la saison régulière. Là. Je veux dire, c'est deux équipes qui devaient essentiellement se rencontrer là. Puis Don Staley, coach de South Carolina, je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle l'année dernière, lorsque son équipe d'ailleurs avait éliminé Caitlin Clark lors du, je pense que c'était même la finale du championnat, a pris un 5 minutes pour dire il faut qu'on lance nos fleurs, il faut qu'on donne nos fleurs, il faut qu'on donne des applaudissements à Caitlin Clark pour la manière qu'elle a changé le sport et qu'elle a donné de la visibilité au basketball féminin, mais pour de vrai, juste quelle domination pour UConn qui célèbre, soit dit en passant, un premier titre depuis 2016 quand même. C'est toujours ce titre qui arrive plus tard parce que on parle à quel point les entraîneurs-chefs sont excellents, mais Gino Auriemma, il n'est pas jeune, il a 71 ans. Et il a mentionné un peu la même chose que quand les Warriors de Golden State ont remporté leur championnat en 2022. Il y en a qui disaient à quel point, celui-là, il était juste un petit peu plus spécial, ou même au hockey, encore une fois. Le titre, je pense, c'est de 72 des Canadiens. Jean Béliveau qui dit que c'est son préféré parce que c'est celui dont personne ne s'attendait. Puis c'est ce qui est arrivé avec UConn. C'était pas un mauvais club cette année pour rien. Là. Ça a été un des meilleurs clubs quand même aux États-Unis. Mais tu sais, c'est lui qui arrive un peu plus tard. Que tu apprends finalement à apprécier la victoire parce que au-delà de ça, je pense que c'était comme tu as mentionné deux saisons consécutives où ils n'ont pas perdu, mais tu sais, avec les Key Honors et compagnie où c'était genre 5 championnats en 6 ans. Et puis là, on se retrouve 9 ans, presque 10 ans plus tard pour en célébrer un. Puis ça montre en même temps à quel point c'est difficile d'être la meilleure équipe d'un tournoi qui en compte 64. Ben, c'est un peu, tu parlais de comparaison avec les Canadiens, ça ressemble un petit peu à ça dans une certaine mesure, dans le sens où pendant tellement longtemps, le Canadien gagnait la Coupe Stanley année après année après année. C'était même pas une question. On gagnait systématiquement. Et là, depuis 1993, il n'y en a pas eu une. Il y a eu une présence en finale en 2021 qui, pour bien des gens, est peut-être le meilleur moment de leur partisan de hockey de leur vie. Les choses ne veulent pas évoluer quand même. Tu ne peux pas juste rester, tu ne peux pas juste stagner. Il faut toujours que tu évolues dans le monde du sport. Puis il va toujours avoir de nouvelles compétitions qui vont arriver. Le Canadien peut t'en passer un papier. Les Maple Leafs peuvent t'en passer un papier aussi. Encore plus que le Canadien. Bref, tout ça pour dire que c'est cool quand même. Tu parlais quasiment de. On a gagné 40% des championnats, mais on était sur une dizaine de 9 ans, malgré un excellent programme
à UConn depuis toutes ces années-là. Donc, c'est très cool quand même qu'on ait réussi à retrouver ça, puis qu'on ait profité de cette dernière année-là avec Paige Bueckers et tout. Puis oui, peut-être qu'on avait un petit peu moins d'engouement pour cette saison, dans le sens où Caitlin Clark l'année passée avait tellement amené une vague au basketball collégial féminin, que peut-être que cette année, on en a peut-être un peu moins entendu parler, dans le sens où on n'avait pas Caitlin Clark puis Angel Reese qui faisaient les manchettes à tous les jours, mais on a quand même une super belle brochette de talent au basketball collégial féminin cette année. Paige Bueckers, qui est sans aucun doute le nom que tout le monde surveillait, va être la première repêchée au prochain repêchage. Donc, c'est vraiment cool. On va voir ce que ça va donner maintenant dans la WNBA. On va faire le saut chez des professionnels. J'ai déjà hâte de voir Paige Bueckers affronter Caitlin Clark, affronter des Cameron Brink, affronter tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui avait sorti aujourd'hui que c'est la classe de 2020, je pense, que c'est celle qui les joueuses qui avaient signé au collégial. Cette classe-là, tu avais Caitlin Clark, Paige Bueckers, Camila Cardoso, Cameron Brink et Angel Reese. 4 de ces 5-là ont remporté un titre national dans la NCAA. L'autre, Caitlin Clark. C'est une sacrée cuvée, c'est beaucoup de talent, puis ces joueuses-là, 4 d'entre elles brillent déjà dans la WNBA, une 5e va arriver l'année prochaine avec Paige Bueckers. Vraiment, vraiment, vraiment cool pour le basketball collégial. Puis t'en as d'autres qui se font quand même un nom, tel Hailey Van Lith, qui était avec LSU jusqu'à cette année, qui est maintenant à TCU. Sarah Strong, qui a connu un excellent tournoi. On a mentionné Juju Watkins aussi. Encore une fois, c'est pas juste de Caitlin Clark, c'est sûr. Mais c'est pas la cassette d'Hater non plus, parce que ces joueuses-là, on ne parlerait pas d'elles en grande estime si ce n'était pas de Caitlin Clark. Mais quelle cuvée impressionnante qui s'en vient, puis c'est juste le fun. Dans le mot sur UConn, je pense qu'on l'a pris personnel du côté féminin que les 2 derniers championnats masculins avaient été remportés par la sélection masculine. Fait qu'on juste histoire de one-up un petit peu, on a décidé de faire ça. Mais bon, à quoi bon parler aussi, d'ailleurs, du côté masculin, si ce n'est pas de la finale qui, malheureusement, n'est pas arrivée. Autant que le tournoi masculin ait commencé avant le tournoi féminin. On n'a pas encore... la finale qui va se donner lundi soir, qui va mettre en vedette les Gators de Florida, la meilleure attaque dans le circuit de la NCAA cette saison, contre Houston, qui ont remporté leur match contre Duke. Attends, Houston est là, j'ai fermé la télé hier avant il restait genre 8 minutes en deuxième demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Duke qui met par genre 15 points? Même quelqu'un qui aurait fermé la télé avec 1 minute 27 se serait fait avoir, parce que 1 minute 27, c'est le dernier moment où Duke avait une avance, sans dire nécessairement confortable, mais tu te retrouves dans une portion de la partie où tu marques un panier, te donne une extrême bonne avance et où les joueurs adverses vont commencer à fauter intentionnellement. Ce qui était le cas pour Duke, qui menait par 5 points avec 1 minute 27 à jouer. Puis on s'est dit, bon, finalement, Duke vont revenir au tournoi. Duke, Callis, ça fait longtemps. Ils en ont eu des bons joueurs, mais ils en ont eu surtout des années où ils ont choqué et ils ne se sont pas rendus, même pas jusqu'à un titre, mais jusqu'à la grande finale, tu sais. Et honnêtement, je crois qu'on continue dans cette belle et dégueulasse en même temps habitude, tradition, dirais-je même. Duke qui choke avant même de se rendre au grand match. Et pourtant, on fait des Elite 8 année après année, mais man, ça s'est joué comme sur un revirement après un lancer franc, tout ça, mais man, Cooper Flag, qui a tellement eu un excellent tournoi, qui a eu une saison freshman comme on en a rarement vu, un joueur qui amène tellement de choses sur le court, tu te dis, hey, ça peut juste se terminer en championnat, et non. Et non, puis, tu sais, on a entendu un petit peu les rumeurs au début de la saison, comme quoi Cooper Flag voudrait peut-être rester un peu plus longtemps dans les circuits universitaires. Félix, c'est-tu quelque chose qui peut réellement arriver à Cooper Flag à la lumière de cette grosse défaite de Duke? C'est là que je m'en allais, justement. La question qu'il faut se poser avec cette défaite-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour Cooper Flag? Dans le sens où peut-être que là, il a l'impression de ne pas avoir complété tout ce qu'il avait à compléter au niveau collégial. Peut-être qu'il se dit, ah man, c'est genre avec les Wizards qu'il faudrait que j'aille, ça me tente pas tant que ça d'aller avec les Wizards. Surtout quand je peux être payé pour rester dans la NCAA, peut-être compléter ce que j'ai déjà, ce que je suis en train de compléter avec Duke en ce moment.
Il y a un certain bruit en ce moment, un certain buzz autour d'un éventuel retour de Cooper Flagg avec les Blue Devils l'an prochain. J'y crois à moitié, dans le sens où je pense qu'il va passer chez les pros. Je pense que ça reste le scénario le plus probable. Je pense certainement que son agent va le pousser. C'est sûr que l'agent pousse en ce moment, mais c'est ça qu'on disait. Je pense que on avait parlé de tout sur le show il y a quelques mois de ça. Le fait que les athlètes collégiaux peuvent être payés maintenant, ça change les décisions pour certains d'entre eux. Je veux dire, si t'es Cooper Flagg en ce moment, puis tu dis, gars, peut-être que je prends une année de plus pour graduer, mais je continue à jouer à Duke où est-ce que je peux faire beaucoup d'argent en commandite. Je veux pas, ça reste un nom extrêmement populaire. Cooper Flagg, ça rapporte. En une saison à Duke, Félix, il va quand même faire plus que certainement moi en tant que journaliste en carrière. On va pas se mentir non plus. Tu dis peut-être que pour lui, ça devient soudainement intéressant de rester une année de plus sans avoir à se précipiter dans une organisation qui est complètement dysfonctionnelle à Washington. J'espère pour les Wizards les Wizards, ça peut être notre équipe. Je donne l'exemple des Wizards parce que c'est quelque chose qui se passe là-bas, mais peut-être qu'il va se dire, regarde, tant pis, je vais rester une année de plus, avoir peut-être un salaire un peu moins que ce que j'aurais dans NBA, mais pas avoir cette pression-là, pouvoir peut-être plus choisir mon équipe, entre guillemets, essayer d'aller de se rendre éligible au repêchage en fonction de l'équipe qui a le premier choix. Là, si on arrive à ça, ça va créer peut-être un dangereux précédent, là, dans le sens où ça va changer. En même temps, ça éliminerait les équipes qui tankent un peu. Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Mais bref, ça va être intéressant à suivre. Je pense que les prochains jours vont en dire beaucoup sur l'avenir de Cooper Flagg. Si j'avais à mettre un vieux $2, je le mettrais sur le fait qu'il va se rendre éligible et qu'il va être le premier choix au total du prochain repêchage. Parce que non, c'est pas une fin de match bizarre qui va le faire descendre de ce premier rang-là. C'est le meilleur espoir et c'est même pas particulièrement proche. Mais je pense qu'il va se rendre éligible. Mais si tu me disais qu'il va décider d'aller repasser une autre année à Duke, je ne serais pas particulièrement surpris non plus. Je pense que c'est une réelle possibilité. Dans un mois et des poussières, le repêchage, en fait, la tri du repêchage de l'NBA aura lieu. Sûrement d'ici là, on va le savoir. Peut-être qu'on va le savoir après, mais en même temps, ça, c'est très moralement douteux de se déclarer éligible après la loterie du repêchage. Alors, c'est là qu'on saura si c'est les Wizards ou tu sais quoi? Fuck it. Les Spurs encore avec le premier choix. Ah, imagine. C'est quoi? Là, je commencerai à croire que peut-être quelque chose. D'ailleurs, LeBron James qui était passé, c'était l'émission de Pat McAfee qui parlait presque ouvertement comme quoi le repêchage de 2003 était arrangé pour qu'il s'en aille à Cleveland. Puis il a fait même référence à celui des enveloppes congelées pour le repêchage de Patrick Ewing. Même Derrick Rose, je veux dire, c'est une autre grande controverse du repêchage. Le gars de Chicago qui se ramasse avec les Bulls. Et avec Michael Jordan. Et avec un portfolio collégial un peu douteux de comment il a réussi à jouer NCAA aussi, qui est assez spécial. Je vous invite à regarder. Mais on n'ira pas là-dedans. On n'ira pas dans les grosses controverses. C'est un rabbit hole qui vaut la peine d'être exploré si vous avez du temps à perdre. Félix, comment va ta saison de baseball? Ça va quand même bien pour les Yankees en ce moment. On a commencé en force contre les Brewers. Une série un peu plus difficile contre les Diamondbacks. Là, on remporte une série contre les Pirates, même avec une défaite aujourd'hui. Un peu spéciale, disons. Déjà qu'ils sont rendus en manche supplémentaire, c'est bien, mais ma saison va bien, mais elle va jamais aussi bien que celle d'Anthony Volpe qui a trouvé les bâtons torpilles. Ça, c'est... on en a parlé avec Passion MLB cette semaine, on en avait parlé aussi dimanche passé avec eux. D'ailleurs, si vous avez manqué ces deux shows-là, Partisans de baseball, deux shows super intéressants que vous pouvez rattraper. Celui de dimanche dernier, les gars de Passion MLB sont venus sur notre show. Et mercredi, Pop et moi, on est allé faire un tour sur leur show qui avait été diffusé en direct mercredi soir. Mio qui avait des obligations professionnelles à ce moment-là. Mais si on revient, je pense que le bâton de torpille, ça fait beaucoup réagir. Anthony Volpe, qui est un gars qui en profite beaucoup en ce moment. Fait que c'est la grosse histoire dans la MLB en ce moment. Puis Mio, je pense que tu voulais nous en parler un petit peu. Ben oui, c'est d'ailleurs ce que j'avais comme histoire cette semaine avec le baseball. Comme quoi, c'est drôle comment ça fait réagir un petit peu tout le monde, autant qui sont impliqués dans le baseball majeur que les partisans qui sont à l'extérieur et qui en discutent. Comme quoi, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être permis, ces fameux bâtons de torpille avec un diamètre un peu douteux qui
pourtant est dans les règles. C'est ça qui ressort, c'est que autant que c'est dans les règles, les gens vont commencer à questionner là-dessus. Félix, on connaît la tradition du baseball. On sait à quel point c'est difficile de faire trembler un peu les plaques tectoniques dans ce sport-là. Comme quoi, c'est un sport qui est très conservateur dans sa façon d'être disputé, dans la manière dont il doit être respecté. Et cette fameuse affaire du bâton torpille, c'est quelque chose qui rajoute là-dessus. Eh bien, aujourd'hui, en ce dimanche, qui d'autre de plus haut placé dans le baseball que Rob Manfred pour en discuter, qui, soit dit en passant pour les gens à la maison, c'est le commissaire de la Ligue. Donc, quelqu'un quand même qui détient beaucoup de pouvoir dans cette Ligue-là, qui avait été invité à discuter, notamment par rapport à ces fameux bâtons torpilles des Yankees, et qui dit, tu sais quoi? C'est le fun pour le baseball. C'est bien correct. C'est le fun. Tu sais quoi? Moi, j'ai aucun problème avec ça. On devrait encourager ça. Ça fait discuter du baseball. C'est super intéressant. Puis c'est ça ce qu'il faut. Tu l'as dit, Mio, ces bâtons-là sont légaux. Je pense que c'est souvent ce qu'on oublie, ces bâtons-là sont légaux. Dans le fond, la seule chose qui est différente, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi ça, je l'explique rapidement. Le bâton, dans le fond, pour ceux qui. Vous avez la forme d'un bâton de baseball en tête. Habituellement, on a ce qu'on appelle le barrel ou le baril en français, qui est plus vers l'extrémité du bâton. C'est là que tu veux essayer de faire contact avec la balle. Ce qui est arrivé, c'est qu'un employé des Yankees a fait avec des statistiques avancées, a regardé un peu les élans de ses joueurs et a réalisé que certains d'entre eux avaient un point de contact avec la balle qui était plus rapproché, qui n'était pas vers l'extrémité, qui était un petit peu plus vers le centre. Donc, ce qu'on a fait, on a commandé des bâtons où on avait tassé un petit peu le baril, on avait mis plus de bois à ces endroits-là pour changer un petit peu la zone de contact idéale. Et c'est pour ça qu'on voit des gars comme Anthony Volpe et Josh Chisholm, entre autres, exceller avec ce bâton-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un bâton magique. C'est pas comme si tu mettais du liège dans ton bâton, comme on a vu certains gars le faire par le passé. C'est pas comme prendre des stéroïdes non plus. C'est vraiment qu'on ajuste C'est pas comme voler des signaux avec un couvercle de poubelle. C'est pas comme smasher les poubelles. C'est vraiment qu'on ajuste un peu le baril du bâton en fonction du profil de joueur. Encore mieux. Et c'est pas comme un buzzer caché dans des orifices qu'on ne mentionnera pas explicitement. Non, c'est pas comme ça non plus. C'est vraiment ça. On ajuste un petit peu le bâton en fonction du joueur et ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Aaron Judge, par exemple, on lui a demandé veux-tu utiliser ça? Il dit non. Parce que lui, l'endroit où est-ce qu'il frappe la balle, c'est vers l'extrémité. Fait que pour lui, ça ne servirait à rien, ça lui nuirait plus qu'autre chose. Donc, c'est vraiment du cas par cas, ça n'aidera pas tous les joueurs. Puis, c'est pas parce que tu as un bâton comme ça que tu vas te mettre à frapper sans bon sens, que tu vas frapper pour 650 puis que tu vas devenir Barry Bonds. Bon, ça va bien pour Anthony Volpe, là, il n'est pas encore Barry Bonds, mais on essaie d'ajuster le bâton en fonction du joueur. Donc, oui, c'est légal, il n'y a rien d'illégal par rapport à ça. Peut-être que ça va le devenir, peut-être que Rob Manfred va dire je sais pas, mais en même temps, on sait qu'on aime l'offensive dans le baseball majeur. Peut-être qu'on va se dire c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus. On l'a vu beaucoup chez les Yankees, mais ça se répand à travers la ligue. Ellie De La Cruz qui l'a essayé, Junior Caminero avec les Rays qui l'utilisent, et il y en a d'autres aussi. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Chez les Blue Jays, David Schneider qui l'utilise, Will Weiner qui en a commandé quelques-uns. Peut-être que Vlad aurait besoin de ça parce que ça ne va pas super bien pour Vlad dans ce début de saison. Mais on va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est une mini-révolution en ce moment. Puis je pense que l'histoire est un peu grossie. Là. Je pense pas que c'est autant une aussi grosse révolution que certains le laissent croire. C'est vrai que c'est un changement qui est assez important. Mais c'est pas comme mettre du liège dans son bâton. Il faut vraiment clarifier quelque chose. Ça ne donne pas un avantage compétitif énorme. C'est vraiment qu'on ajuste le bâton en fonction du frappeur. C'est pas un avantage qui est déloyal. Mais est-ce que, j'ai presque envie de poser la question, ça vient de me passer par la tête, là. À quand est-ce que ça remonterait des révolutions au niveau de l'équipement? Puis pas juste au baseball, mais dans les autres sports, des révolutions au niveau de l'équipement où tu dis, non pas que le sport sera plus disputé de la même manière, mais où tu vas te dire comme, hey, tu sais quoi, ça sera plus pareil grâce à ça, tu sais, où tu vas avoir des joueurs qui vont commencer à utiliser un tel équipement, un tel outil pour avoir un certain bonus, tu sais. Y a-t-il quelque chose qui te vient en tête pour ça?
Ben, je veux dire, pour les lanceurs au baseball, on avait eu les substances collantes là, qui avaient été déclarées illégales, mais tu sais, le fameux spider attack et tout, que ça collait à la balle et ça augmentait les performances des lanceurs. Ça, c'était pas légal, par exemple. Sinon, les équipements de gardiens qui ont grossi, je verrais ça peut-être, mais c'est. Je sais pas moi, le bâton en composite. C'est ça, peut-être c'est des petites affaires comme ça, mais c'est ça qui est intéressant dans le sens où c'est pas une amélioration qui est répandue et qui fonctionne pour tout le monde. C'est vraiment comme un ajustement pour certains joueurs précisément en fonction de leur profil individuel. Puis c'est de ça que je parlais avec Charles, Sébastien et Pop mercredi soir. C'est quasiment se demander si éventuellement ça va pas se répandre dans la MLB comme étant une option comme quoi, tu sais, un joueur en fonction de la situation pour avoir 2 bâtons puis s'ajuster en fonction. Imaginons que tu as un lanceur qui lance la balle plus à l'intérieur pour une présence au bâton. Est-ce que là, tu choisis d'avoir ton bâton torpille par rapport à ton bâton régulier? Peut-être que ça pourrait être un changement aussi. Puis je me demande si c'est pas quelque chose qu'on pourrait voir peut-être du cas par cas, même du situation par situation. Fait que je pense que ça pourrait être un outil à la disposition de certains joueurs. On va voir ce que ça va donner. Définitivement. C'est quelque chose qu'on va suivre tout au long de la saison. On va voir, bien sûr, dans les saisons prochaines, comment cette histoire de bâton-là peut évoluer. Puis, je pense que tu as apporté un gros point que moi-même, je n'ai pas pensé de l'utiliser pour s'adapter aux lanceurs, mais c'est fou, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé. Félix, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Moi, j'ai une déclaration à faire en partant. Une déclaration, je pense que tu n'aimeras pas du tout ce que je vais dire, mais laisse-moi parler. Aaron Judge, cette semaine, jouait son 1000e match en carrière. On a frappé d'ailleurs son 1000e match, rendu à 321 circuits en carrière, a égalé Babe Ruth pour le plus grand nombre de circuits à ses 1000 premiers matchs avec une même équipe. Donc, a atteint cette marque-là et tout. Et moi, j'ai une déclaration à faire aujourd'hui. Je pense qu'Aaron Judge, s'il n'est pas déjà le meilleur frappeur droitier de l'histoire des majeurs, est parmi peut-être le top 3 des meilleurs frappeurs droitiers de l'histoire des majeurs. Je sais que ça sonne gros, mais reste avec moi, OK? Quand tu penses aux grands frappeurs droitiers des majeurs, tu penses à des Albert Pujols, tu penses même à un jeune Mike Trout, tu penses à des Hank Aaron, tu penses à des Vlad, tu penses à ces gars-là, OK? Aaron Judge, si tu compares ses 1000 premiers matchs en carrière avec ces 1000 matchs-là de ces grands frappeurs droitiers-là, Aaron Judge a des meilleures statistiques offensives que ces joueurs-là. A plus de circuits, meilleurs moyens au bâton, plus de buts sur balle et tout. Je dis pas qu'il est le meilleur frappeur tout court parce qu'il y a certains gauchers qui sont excellents. Barry Bonds, évidemment. Babe Ruth, évidemment. Ted Williams, évidemment. Mais frappeur droitier, purement frappeur droitier, Aaron Judge est peut-être déjà le meilleur frappeur droitier de l'histoire des majeurs. Et je pense qu'il faut le reconnaître à sa juste valeur. Et c'est sur cette take que Pop nous rejoint finalement dans la dernière... j'ai entendu Félix glaze les Yankees, j'ai dû intervenir, c'est trop. Et c'est à l'intérieur de la dernière demi-heure de l'émission que Pop nous rejoint peu après ses obligations. Pop, tu sais quoi, je te lance tout de suite la balle. À ton tour de donner un coup de circuit, qu'est-ce que tu en fais de ces commentaires? Écoute, pour vrai... je comprends le take à Félix. Moi, ce que je pense personnellement, c'est que probablement dans les joueurs que tu as nommés, Félix, Aaron Judge a le meilleur prime. Moi, ce que je pense, c'est que dans 5 ans, est-ce qu'Aaron Judge va être capable d'avoir une aussi longue séquence que Albert Pujols à ses 10 premières années avec les Cards de Saint-Louis? Tu sais, moi, en termes de prime, je pense qu'il n'y a aucun doute. Pour les frappeurs droitiers, tu as vraiment Aaron Judge qui a la palme de ce côté-là. Mais je vais attendre encore 5 ans avant de dire, hors de tout doute, que c'est le meilleur frappeur droitier de l'histoire. Écoute, tu as Miguel Cabrera qui a 500 circuits et 3000 coups sûrs. Tu as un Aaron qui existe encore, qui a été dans... Un Willie Mays existe encore. Tu sais, moi, je pense qu'on n'est pas encore prêt au bâton de mettre Aaron Judge dans cette conversation-là. Mais en termes d'intimidation pour un lanceur, moi, je ne veux pas affronter Aaron Judge. À part en série, mais ça, c'est une autre histoire. Ben, c'est ça. À part en série mondiale. C'est les deux, je pense que c'est les deux choses que tu peux reprocher à Aaron Judge. Je pense que c'est, pas que tu l'as dit, c'est le meilleur prime, mais il ne veut pas y arriver tard dans les majeurs, fait qu'il n'aura pas la longévité de gars comme Willie Mays, par exemple, qui sont arrivés à 19 ans et qui ont fini de jouer à 40 ans. Il n'y aura pas cette longévité-là, même Albert Pujols qui a fini très tard dans sa carrière. Je me rappelle aussi...
à Miggy Cabrera ou Albert Pujols en termes d'âge. Tu sais, il ne jouera pas à 40-41 ans, il ne sera plus dans le baseball. Là. Puis, tu sais, je me rappelle aussi que peu de temps après sa saison recrue, il avait connu un petit creux. Genre, un bon petit creux, mettons, sans dire qu'on l'avait oublié, mais il était plus dans les conversations. Là. Ben, c'est comme Alexander Ovechkin vous disiez tantôt. Il y a un petit creux de vague, mais c'est un petit creux de vague de 35-40 circuits pareil. C'est ça. Mais tu regardes Aaron Judge, c'est dernière saison. J'étais une saison de 62 circuits, puis une saison de 58 circuits. Puis une saison de 52 circuits en tant que recrue. Je veux dire, des gars qui ont des saisons de 3 saisons de plus de 50 circuits. Aaron Judge est le seul frappeur droitier de l'histoire avec 3 saisons de 50 circuits et plus. Le seul et unique. Définitivement. Pop! Je veux voir Aaron Judge au Kauffman Stadium, s'il vous plaît. Pop, t'as quoi pour nous? Écoute, Félix parlait des Yankees, je pense qu'on l'a vu dans ses yeux qui parlait un peu, mais là, je pense que je vais le faire fâcher un peu. Non, je ne vais pas parler de mes Red Sox, même si ça s'est replacé dans la dernière semaine, heureusement. Félix, si je te dis 2021, à quoi tu penses? Ah non, parle-moi pas de cette game wildcard-là. Moi, je pense pas de la game wildcard. Non, c'est pas là que je vais aller. Moi, je pense aux Dodgers. Ça n'a aucun rapport avec les Red Sox. Je te le dis tout de suite, ça n'a aucun rapport avec Boston. Ben, 2021, les Braves gagnent la Série mondiale. 2021... OK. 2021. Qu'est-ce qui se passe d'autre en 2021? C'est pas la fameuse saison des Blue Jays genre historique pour finalement genre juste choquer en série. Non, ils se rendent pas en série, je pense, en 2021. C'est vrai, c'était c'est ça. Ouais. Les Jays qui ont 2 top 3 MVP, puis le Cy Young ne font même pas les séries. Ça, c'est encore totalement absurde. Mais non, Félix, 2021, c'est aussi la fameuse saison de 107 victoires des Giants de San Francisco. Ah oui, l'année où est-ce qu'ils ont triché. Oui, l'année où ils ont sorti le laboratoire de... Est-ce que tu as vu leur fiche en ce moment? Ah oui. 8 victoires et 1 défaite. Les Giants de San Francisco, si on mettait au même nombre de matchs, on parle beaucoup des Dodgers, mais les Giants de San Francisco seraient premiers de leur division s'ils avaient disputé le même nombre de matchs. Ça n'a aucun sens, man. Il a recommencé à tricher. Non, il a recommencé à arrêtez-les. C'est quoi cette équipe-là, Ben? C'est pas Will Adames qui fait la différence, il y a un début de saison de marde. Fait que c'est quoi? Young Rolly est revenu, ça a sauvé tout le monde? Arrête-moi ça. Elliott Ramos, ce genre 4 circuits. C'est ça prenait juste Elliott Ramos qui frappe 4 circuits. Ça prend le corps de Justin Verlander avec ses 627 ans qui. Arrête-moi ça. C'est quoi ce niaisage-là, Ben? Va-t'en. Et voilà. Je savais exactement où peser du côté de Félix pour le faire pencher. Puis, sais-tu c'est quoi le pire? Sais-tu c'est quoi le pire? T'as les Dodgers. Mais on penserait que le deuxième step, ça serait Arizona. Ça serait genre Arizona ou San Diego. Puis après ça, dans San Francisco, qui font pas de bruit, qui n'ont même pas de frappeur de 35 circuits depuis 2004. Et ils décident de, sais-tu quoi? On va recommencer notre match noir, on va gagner. Et vous irez regarder. Les Giants de San Francisco n'ont pas une saison gagnante depuis genre les 7-8 dernières saisons, sauf une qui en ont gagné 107 puis qui ont gagné la division ouest de la nationale. Et, OK, est-ce qu'ils le feront encore cette année? J'en doute. Mais ça a des chaises de 2021, là. Moi, je fais juste dire que Buster Posey est rendu manager du côté de San Francisco. Hein? Peut-être que Buster Posey, c'était la réponse des Giants depuis tout ce temps-là. Ben, attends qu'il sorte Madison Bumgarner. Il va sortir Madison Bumgarner en plein milieu de la saison. Il va dire il est fini, Madison Bumgarner. Tout le monde va rire. Puis là, rendu en série mondiale, il va venir te lancer 5 manches au dernier match, puis il va gagner la série mondiale de même. Man, est-ce que par contre, les Giants de 2012 à 2014, il y avait de l'aura, man. Ben, 2010 à 2014, c'est de 2010 à 2014, je vais dire, mon Dieu, qu'elle savait de l'aura, ces Giants-là. Ouais, Tim Lincecum dans des débuts de ça, Madison Bumgarner à la fin. Buster Posey tout le long. C'était pas Pablo Sandoval aussi? Pablo Sandoval, avant qu'il signe son gros contrat à Boston. Pop, tu te souviens-tu de ce gros contrat-là à Boston de Pablo Sandoval? Oh mon Dieu, ouais. Je me souviens de Jean-Pablo Sandoval puis Hanley Ramirez, puis je me dis ce club-là va gagner la Série mondiale. Quoique, en fait, en 2013, on l'a fait, théoriquement. Mais Pablo n'était pas là encore. Je me disais... Hein? Pablo n'était pas là encore, non? Qui ça? Pablo Sandoval arrive en 2015, non?
dans ces années-là, là, ouais. 2010, Là, ce attendez un genre peu. d'époque-là, il y a une dizaine d'années, mais l'Ouest de la nationale, je m'excuse, mesdames, messieurs, mais ça va être encore un petit carnage encore cette année. Puis attends que les Diamondbacks se mettent en marche aussi. Là. J'allais Pablo Sandoval est arrivé en 2015, mais bon, dommage, il a manqué un championnat à Boston pour en gagner un en 2014 avec les Giants. Pauvre gars, non! Pauvre gars, juste pas série mondiale, genre dans ses 6 premières saisons. Oh non, pauvre Pablo, man! Mais Félix, prépare-toi cette saison. Si les Giants tiennent ça de même, tu vas en entendre parler toute la saison. Toute la saison. Tu ris le matin que les Rockies, ils remontent ça et ils gagnent la division. Hey, écoute, ils ont call up Jace Dollander. I'm all here for it, là. Ça s'en vient, man. Les Rockies, ça repart. Puis on va se ramasser avec une division que tout le monde est au-dessus de 500. Puis t'as genre les Dodgers qui, au passage, ont gagné genre 117 victoires juste pour faire chier. oui, man. Ben, oui. Mais c'est-tu, hein, depuis qu'ils affrontent des vraies équipes en Amérique du Nord, hein, on affronte des puissances comme les Phillies, puis c'est moins facile, hein? Je suis allé pas payer quand même contre les Braves. Ben, contre les Braves, c'est pas un grand début de saison, là, mais je pense que peut-être une partie de ça qui était parce qu'ils jouaient contre les Padres et les Dodgers aussi. Je viens de penser à ça, là. Je voyais un peu une tournée médiatique que Paskins et Levi Dunn faisaient. Man, à chaque jour, je suis impressionné comment une poignée de porte a plus de personnalité que ce gars-là. Beige. Paskins est tellement beige, man. C'est Mike Trout. Il a la personnalité de Mike Trout. Non, c'est même pire. Tu sais, Mike Trout n'est pas beige, il est juste discret. Ouais. Il y a peut-être une petite nuance un peu. Comprenez-vous ce que je m'en vais là-dedans? Mais faut pas oublier une chose, là. Football, au moins, là. Ouais. Oubliez pas une chose, là. Si c'était pas du fait que Paskins a découvert dans la vie qu'il pouvait faire des centaines de millions de dollars parce qu'il sait lancer une balle de baseball, ce gars-là est dans l'armée, là. Tu sais, avant d'aller à LSU, il est avec Air Force. Air Force, hein, c'est ça, je cherchais de quel corps militaire il était. Ce gars-là était à Air Force, puis il finissait son université, puis s'en allait dans l'armée, là. Ouais. C'est pas monsieur flamboyant en partant, là. Mais il a découvert que, hey, je pourrais peut-être gagner ma vie en jouant au baseball vraiment comme du monde. Fait que je vais aller à LSU, puis je vais devenir le meilleur lanceur de sa planète. Juste à part de ça. Puis d'ailleurs, juste pour revenir peut-être aux Giants de San Francisco, Félix, pour conclure mon histoire là-dessus. Est-ce qu'on a vu Victor Robles décrisser un genou? Écoute, ouais. OK, si vous ne l'avez pas vu sur les médias sociaux, allez voir un peu, allez taper Victor Robles qui, écoute, au baseball majeur, être voltigeur quand tu joues à Oracle Park, c'est pas une job facile. Tu as un gros champ centre que tu dois couvrir, que le Triples Alley n'a pas son nom pour rien. Le gars te pète une course en fin de 9e, rentre dans la genre de bande avec les filets au champ. Son genou rentre en contact là-dedans. Le gars se tombe à terre. Tu as l'impression que sa saison est terminée. Il a dû sortir en kart aussi. Ouais. Il a sauvé la game. Puis, vu que les dieux du baseball aiment ça être des assholes, next pitch. Ça a pris un pitch. Le pitch suivant, les Giants ont fait un coup sur, sont allés gagner la game. Et puis Robles, ça avait l'air de faire vraiment mal, man. Parce que c'est drôle, tu sais, c'est drôle. C'est pas drôle, là, mais il fait le catch, puis c'est pas drôle, Félix. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Il rentre dans le filet, puis comme dans un cartoon, man, il rentre dans le filet tellement fort que le filet le repousse, puis il jump par en arrière avec la balle des mains, puis tu sais, de la façon qu'il avait l'air d'avoir une fracture comme de l'avant-bras ou du poignet ou quelque chose aussi, là. Son genou a dû... Je pense qu'il avait mal partout, là. Je pense que c'était juste pas un bon moment pour Robles. Mais tu sais, genre, quand tu passes par-dessus la bande, t'as genre le dessus de son genou, je pense qu'il regarde même pas. Il se cogne, il fait quasiment une culbute par-dessus la bande. Puis, tu sais, comme au hockey, quand tu te fais envoyer sur le banc adverse. À peu près la même affaire. Ça avait l'air de ça. Ça sera toujours drôle, ça, d'ailleurs. Ça sera toujours drôle. Ça fait... Absolument. Ça fait penser aussi à la situation Odell Beckham Jr. qui s'était...
Il y avait du beef avec c'est quoi, le filet. Oh, c'était avec le net! C'était avec le, avec le filet de pratique des botteurs. Ah oui, c'était oui, il veut le kick à puis il retombe sur la tête. Ah oui, c'était drôle ça. Je pensais que tu parlais de Josh Norman, mais oui, c'est vrai, il y avait aussi du beef avec. Josh Norman, il y avait du beef avec tout le monde. Il y a du beef avec ouais, mais Odell Beckham surtout. D'ailleurs, du beef avec Derrick Henry. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'était un beef pas mal unidimensionnel. Le Henry, là, juste comme crissé à terre, puis c'est fini. Puis il l'a pas comme Armada Phoenix. C'était quelque chose. Il l'a vraiment pitché à terre. Comme Armada Phoenix, d'ailleurs, que j'ai dit à notre collègue journaliste de Sherbrooke, Jérôme Gaudreau, que c'est comme c'est pareil à Canucks Blackhawks au début, fin des années 2000, début 2010, où t'es comme man, ils sont pas capables d'acheter une victoire. Ah, peut-être que la 5e est la bonne pour l'Armada l'année prochaine. Mais c'est comme Oilers et Kings depuis une couple d'années aussi. Là. Vrai, réel. Sauf que, tu sais, Kings s'attend pas à grand-chose. Ouais, mais ils sont toujours là, année après année, ils sont là pour venir se faire battre par les Oilers en série. Puis c'est comme les Twins et les Yankees en série. Là. C'est la défaite annuelle en série. Effectivement. Anyways, allez pas croire que les Kings, ça va être facile cette année. Là. Ça va être une élimination facile pour les Kings cette année. Là. Non. On verra dans 2 semaines. On verra dans 2 semaines. On s'en relance. Anyways, mesdames et messieurs, vous savez quelle heure? Il est l'heure. Je pensais pas être capable de le faire aujourd'hui, mais maintenant, je peux maintenant vous le dire. Alors, c'est sur le thème que vous reconnaissez, le perron d'église, où à chaque semaine, on vous envoie une invitation sur les réseaux sociaux à venir discuter avec nous de sujets quelconques et on va en débattre. Le premier nous provient de Mathieu Vachon qui nous propose son Mount Rushmore des meilleurs pur buteur. Et il précise même, j'entends par là des joueurs ayant plus de buts que de passes dans l'histoire du hockey. Son Mount Rushmore est constitué d'Alexander Ovechkin, Mike Bossy de Rosemère. Il a mis en un Brett et Bobby Hall et finalement, le seul et l'unique, Maurice Richard. Déjà, ça manque de Christian Dvorak. En partant, là, il y a eu Christian Dvorak. Non, mais honnêtement, je veux dire, j'aime ça. Je pense que j'ai pas grand-chose à redire là-dessus. Je pense que clairement, ça commence avec Ovechkin puis Mike Bossy. Mike Bossy de Rosemère. Je pense que ça commence avec ces deux-là. Brett Hull, puis je pense que c'est le classique, puis Bobby Hull le combiné ensemble aussi. Puis non, moi, honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Puis je regarde même, là, évidemment, l'ère moderne, tu pourrais avoir Ovechkin, puis moi, ce que je me demande, c'est qui va peut-être tasser éventuellement quelqu'un de ce top 4-là. Peut-être Austin Matthews, mais je veux dire, Matthews va savoir la longévité. On le voit déjà, cette année un petit peu plus difficile, puis on a eu quand même des petits historiques de blessures pour Austin Matthews. Est-ce que Matthews va vraiment pouvoir le faire? Est-ce que je vois pas qui va vraiment faire le ménage là-dedans bientôt. Puis peut-être que tu as un nom que j'oublie, là, mais j'ai personne qui me dit, moi. Écoute, il y a 2 choses. Un, je m'étais amusé à un moment donné à calculer le nombre de buts que Mike Bossy ferait en carrière s'il avait maintenu son rythme sur le même nombre de matchs que Wayne Gretzky a joué en carrière. 600 000, je pense. On était quasiment genre à 1180, genre 1175, 1180 buts en carrière. C'est absolument dégueulasse. Aucun sens, man. Ça n'a aucun espèce de sens. 2, j'essaie de trouver rapidement dans les meilleurs buteurs de l'histoire. Pour moi, dans l'ère moderne, tu ne peux pas tasser Steven Stamkos de cette conversation-là. Ouais. Là, ça commence à être dur de maintenir cette conversation-là puis de l'avoir dans mon esprit parce que, 1, l'expérience à Nashville, l'an 1, c'est absolument exécrable. Puis 2, Stamkos a eu sa part de blessure, puis c'était plus devenu son équipe. Tu sais, c'était vraiment l'équipe de Nikita Kucherov et Andrei Vasilevski, même si Steven Stamkos était le capitaine. Mais pour moi, Stammers, c'est le modèle de constance année après année jusqu'à ce qu'il quitte pour Nashville. Ce gars-là a quand même fait 62 buts en une saison. Je m'excuse, c'est pas... c'est pas genre l'année que Martin Saint-Louis il a eu genre 99 points. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y avait bien du point. L'année de Stamkos, c'était 2011-2012. Ça, je m'en souviens. Alors, ça, Stamkos, c'était 97 points cette année-là. Tu sais, à 3 petits points, Martin Saint-Louis, la saison auquel je fais référence, c'est l'année d'avant 2010-2011 où il a fini avec 99 points.
Ça, c'est rough d'ailleurs. Écoute, pendant que tu parles de Martin Saint-Louis, juste faire un petit aparté, on parlait tantôt de Canadien-Nashville. Le match vient de terminer. Le Canadien l'a emporté 2-1. Donc, tantôt, on disait 6 points en 5 matchs. Changement de sujet total, là, mais le Canadien a besoin de 6 points en 5 matchs pour être assuré d'une place en série. Peu importe ce qui se passe ailleurs. Si les Rangers perdent, c'est encore moins. Honnêtement, préparez-vous pour du hockey à la fin avril. Ça prendrait vraiment un miracle pour qu'il soit hors de cette course-là. Faudrait vraiment qu'il échappe complètement d'ici la fin de l'année. Puis je pense pas que ça va arriver. Il y a un match contre Chicago qui les attend. Ça devrait aller pas pire. Non, définitivement. Mais il y a, tu sais, Alexander Ovechkin, peu importe les chiffres, la constance et tout ça, ce gars-là, dans le pic du Deck Puck Era, a fini des saisons avec 71 points, mais 50 buts. C'est absolument insane. Insane à dire. Non, c'est pas une joke. Attends, je vais essayer de retrouver la saison exacte. Les chiffres exacts, là. C'était absolument obscène. Le rire de Patrick Laine qui est juste uni powerplay. Trois saisons consécutives. 13-14, 14-15, 15-16. Ovechkin, 51 goals, 79 points, 51 goals. 81 points, 53 buts. 71 points, 50 buts. Le gars, en 3 saisons, a fini avec genre 154 buts, 77 passes. Incroyable. Et c'est sur cette intervention qu'on a notre deuxième question qui nous provient de Producer Oli qui demande, on parlait de Lane Hutson, un petit peu d'Ivan Demidov tout à l'heure. Il fait un peu du pouce sur ce que j'ai dit, mais il demande, peut-on tout de suite, et je dis bien tout de suite, graver les noms de Lane Hutson et Ivan Demidov sur le trophée Calder. En tout cas, on a déjà... On a déjà 50% de cette question de résolu. Moi, j'ai Lane Hutson cette année. Je pense que ça va être... Je pense que c'est fait. Là. Je pense que je l'ai dit tantôt. Je pense que c'est fait. La question, maintenant, c'est l'an prochain, Ivan Demidov. Mais en même temps, je veux dire, si tu regardes l'année passée, tu aurais dit que Matvei Michkov avait une bonne longueur d'avance sur pas mal beaucoup de gens. En fait, on ne le voyait pas faire le saut, mais tu dis, si Matvei Michkov va être là, on le voyait avoir de l'avance sur bien des gens. Macklin Celebrini qui était là aussi. Je ne sais pas si on peut déjà graver le nom de Demidov, mais ça va être un autre candidat aussi. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas un Calder à Montréal, puis là, on en aurait peut-être 2 en 2 années. Imagine si Michael Age le gagne en 2026, mais ça démontre à quel point cette équipe-là, c'est prometteur ce qui se passe en ce moment. Puis juste d'avoir Hutson, puis juste qu'on parle déjà de Demidov comme un favori l'an prochain, ça démontre que c'est spécial la fondation qu'on a à Montréal. Je sais pas, peut-être que toi, tu vois déjà Demidov l'an prochain. Là. Je ne suis pas prêt à le mettre tout de suite, mais je suis prêt à dire que l'an prochain, Ivan Demidov va être le favori en début de saison. Je suis prêt à dire qu'il va être le favori en début de saison. Oh, absolument. Il va être le favori, ça c'est certain. Mais dans plusieurs années, dans les dernières années, il y avait beaucoup de courses que tu disais, hey man, ce gars-là, quand il va vraiment être admissible au Trophée Calder l'an prochain, c'est réglé, graver son nom. Puis finalement, il ne gagne pas. Tu as tout le temps. Tu sais, en début de saison, tout le monde avait le discours Logan Stankoven, c'est déjà réglé, donnez-lui le Calder. Là. Oui, c'est vrai qu'il était là aussi. L'année passée. Puis tu regardes Logan Stankoven, ce gars-là pourra même pas être top 5 du Trophée Calder cette année, ce qui est absolument démonstratif d'à quel point cette classe du Trophée Calder est absolument obscène. J'ai aucun autre mot pour dire. Logan Stankoven, qui aussi a été changé. Soit tu t'en passais, tout le monde. Tu diras pas, tu penses pas qu'un gars que tu prédisais que ça allait être facile de gagner le Calder en octobre va se faire échanger, et pourtant c'est arrivé. Le Trophée Calder, c'est tellement dur à prédire avant qu'une saison commence. J'aimerais ça qu'on grave le nom de Demidov tout de suite. Mais il peut arriver tellement de... Hey, on oublie-tu qu'on parle d'un joueur du Canadien de Montréal? À quel point Ivan Demidov pourrait littéralement se scraper genre une partie du score manqué toute la saison après 5 matchs? Arrête de dire ça. Mais lance même pas ça à l'univers, toi.
Chut, arrête de parler. Coupez son micro. Je sais que ça peut arriver. Hop, coupe ton micro, Ça pas peut je t'entends. arriver. C'est pas arrivé d'ailleurs depuis la saison 1971-72. On parle de la fameuse Coupe Stanley. Tantôt, Félix et moi qui arrivait de nulle part. C'était la saison de Ken Dryden. En fait, Ken Dryden était même arrivé l'année d'avant. Il est arrivé genre juste dans les séries. Bref, l'histoire. Ouais, c'est ça. Mais il est arrivé en série, puis après ça, il est devenu admissible au trophée Calder. Ouais, il a gagné le Calder après avoir été champion de la Coupe Stanley. Ouais, c'est vrai. Puis même, je pense même MVP des finales. Il me semble que oui, je pense qu'il avait gagné un Conn Smythe avant le Calder. Bref, je tiens à dire quand même que cette conversation pour recrue de l'année du Canadien est arrivée il n'y a pas si longtemps de ça, parce que quand même, rappelez-vous qu'un joueur du Canadien qui n'était pas encore éligible pour le trophée Calder, qui a marqué un tour du chapeau au dernier match de la saison. Non, pas oui, Ryan Poehling, 100%. Puis on parlait de Cole Caulfield aussi. Quand il est arrivé, Cole Caulfield, on le voyait comme un... Oui, mais ça, c'est à cause de Dom Ducharme. ça. On n'en parle pas. Mais depuis Caulfield, il était encore éligible au Calder. Il avait joué une coupe de match. J'ai comme un drôle de souvenir. Je pense qu'il avait joué littéralement 10 matchs. Non, il avait joué une coupe de match à son régulière avant. Ouais. Mais je me souviens plus s'il était éligible au Calder. J'ai comme un blanc parce que dans ma tête, il n'aurait jamais gagné avec sa saison de marde, là, mais... écoute, c'était quand même, c'était 23 buts, mais c'était combien sous la tutelle de Martin Saint-Louis en tant qu'entraîneur? Je pense que c'était 21. Je pense qu'il y en avait comme 2 ou 3 avec Ducharme. C'était terrible. Il s'était ramassé à Laval puis il était revenu parce que tout le monde avait pogné la COVID ou quoi que ce soit. Ouais. C'était juste pour ça. C'était pour ça qu'il était revenu à la base. Le fameux line-up, pas pour en reparler il n'y a pas longtemps, là, la fois où le Canadien avait tellement de gars malades avec la COVID, de gars blessés et tout. Le Canadien avait 11 attaquants, donc Camelis, puis il y avait 5 défenseurs. Caulfield était sur le deuxième trio de ce match-là. Là. Ça démontre à quel point ça allait mal. Là. Caulfield était un des rares attaquants dans toute l'organisation. Le Camelis, il venait straight de Trois-Rivières. Là. Caulfield était quand même sur le deuxième trio, il n'était pas sur le premier. Il y a eu du chemin qui était malgré tout ça, Nick Suzuki n'a jamais manqué de match. Ça n'a aucun sens, man. Sérieusement, quand il s'était ramassé avec Denis Gourianov puis Rem Pitlick, ça aussi, on avait parlé de ça ça fait 2 ans de ça, je pense. S'il aurait pu demander un échange à ce moment-là, j'aurais même pas été fâché. Il l'aurait complètement mérité. Il se ramassait à jouer avec de la scrap, puis là, il doit pas être trop fâché cette année de ne pas avoir demandé un échange. 83 points cette année pour Nick Suzuki. On peut-tu arrêter la style débat niaiseux de est-ce que ce gars-là est un premier centre dans une équipe championne? On peut-tu, la prochaine fois que j'entends quelqu'un se poser cette question-là, ça fait le niaisage, OK? Nick Suzuki n'est pas juste un premier centre dans une bonne équipe, il est un premier centre élite. Ça fait le niaisage. Vous l'aurez entendu ici. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce programme de la triple menace juste avant qu'on se quitte. On a quand même notre énigme du joueur de la semaine qu'on vous a partagé sur les réseaux sociaux. Alors, comme vous pourrez comprendre, c'est un joueur de l'année de repêchage 2023, non pas 2024. Excusez-nous pour le petit défaut ici, qui joue avec les Capitals de Washington, d'origine américaine, avec un seul but en carrière. Puis on pourrait même ajouter une statistique sur probablement une quinzaine de bières bues en dedans d'une semaine, certaines d'entre elles avec un certain Alexander Ovechkin et d'autres collègues universitaires. Félix, de qui parle-t-on cette semaine? Le joueur qui a sans aucun doute marqué le but le plus historique pour les Capitals cette semaine, son premier but en carrière après avoir fini son parcours dans la NCAA. Ryan Leonard, qui avait été repêché en 2023, pas tout juste après, mais un petit peu après David Reinbacher. En fait, juste après Matvei Michkov, que Ryan Leonard avait été repêché 8e au total. Les Capitals sont déjà vraiment bons, et là, on ajoute Ryan Leonard, qui était possiblement le meilleur attaquant de la NCAA cette année, sinon dans les meilleurs. Ça va donner du renfort pour cette course aux séries-là. Marquer son premier but en carrière cette semaine dans un filet désert. Ovechkin n'a pas voulu le marquer. Lui a fait, moi, ça ne me dérange pas, je vais aller le marquer, ce but-là. Donnez-moi la rondelle, comme ça, je ne ferai pas chier personne. Il a pris sa rondelle et un beau premier but en carrière. Un beau premier but. Probablement qu'il faudrait qu'il batte un gardien un jour, là, mais un but, c'est un but, puis tant mieux pour Ryan. Puis d'ailleurs, Ryan Leonard va être admissible au Calder l'année prochaine. Fait que, c'est vrai, un autre point à surveiller, ça. C'est pas cané, Valdemida. Même si je voudrais y croire, c'est pas cané. Là. Il y a des excellents joueurs qui vont s'en venir l'année prochaine. Là. Définitivement. Mais mesdames et messieurs, c'est ce qui me fait à ce programme de la triple menace. J'espère que vous avez apprécié passer la dernière heure et demie avec nous. J'espère aussi qu'on se jase la semaine prochaine et que le Canadien est une équipe de séries éliminatoires et qu'on a d'autres belles nouvelles comme ça à vous apporter. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment... Le petit X de classement général.
Ouais, exact. D'ici là, j'espère que vous serez capable de. Bref, nous rejoindre via nos réseaux sociaux, notamment via notre groupe Facebook des superfans des Tigers de Guangdong. Vous pourrez interagir, envoyer des mimes, peu importe. Autant aussi notre page Instagram que notre page TikTok, où vous aurez aussi d'autres invitations pour participer à l'émission, telles que le Perron d'église, concours et bien sûr, nos petits clips qu'on publie de semaine en semaine et même de l'actualité aussi. Shout-out à Félix qui donne cœurs et âme pour la portion actualité des choses. On fait du gros travail pour vous garder informés puis d'y aller de la manière la plus ludique et relaxe possible. D'ici là, mesdames et messieurs, on va se retrouver la semaine prochaine à la triple menace. Ciao, ciao!